Snack. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. C'est le débat de Ça vous regarde. On parle ce soir de l'école. Alors la rentrée des classes a eu lieu, voilà, c'est fini, hein, tout le monde est en classe. Mais c'est vrai que cette réforme du collège, eh bien, elle passe mal. Il y a eu une manifestation le week-end dernier et on va y revenir évidemment. Alors c'est une réforme du collège qui est portée par la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Il y a ces enseignants qui contestent la réforme et on va revenir sur le fond parce qu'il y a un vrai débat. Quelques parents d'élèves aussi, on en parlera de ces parents d'élèves. Puis on parlera de l'école ce soir aussi au sens large, parce qu'il y a une question aussi de morosité du corps enseignant, on va en parler, de la violence, évidemment, et puis ils ont le sentiment, ces enseignants, d'être un peu déboussolés, de ne pas être considérés par leur administration, et on fera le point, évidemment, sur cette question. Et puis on parlera aussi ce soir de ces parents d'élèves qui inscrivent leurs élèves dans des écoles alternatives, soit dans le privé ou dans d'autres modèles éducatifs. Voilà, un autre monde éducatif existe, on en parle ce soir. lcp.fr, vous connaissez l'adresse, le JDD qui est notre partenaire, il y a près de 400 votants ce soir à la question qui a été posée, et hashtag sévère, vous êtes tous les soirs très nombreux à tweeter avant, pendant et après, et je vous remercie bien sûr, et puis à notre page Facebook pour être complet concernant les réseaux sociaux. Annie Genevard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée Les Républicains du Doubs, secrétaire nationale justement en charge de l'éducation. On reviendra évidemment sur un certain nombre de ténors, Bruno Le Maire, Alain Juppé qui a sorti un livre sur ces questions d'éducation qui tiennent une place importante dans le débat politique. Merci d'être là. Je précise quand même que vous êtes certifié, donc enseignante certifiée de lettres classiques, latin, grec, latin ou grec, et puis que vous avez aussi claqué la porte du Conseil national des programmes en donnant une interview, en expliquant que ce Conseil national des programmes, qui devrait rendre un verdict récemment, demain je crois, a été un petit peu tenu par le ministère. On en parlera avec vous dans quelques instants. Colombe Brossel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale au Parti socialiste, justement vous aussi en charge de l'éducation, adjointe à la maire de Paris, parce que je crois que vous y tenez beaucoup. On vous écoutera parce qu'on avait parlé des rythmes scolaires avec vous, on va parler de la réforme du collège. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Albert Jean Mougin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du SNAL, qui est le syndicat national des lycées et collèges. Vous faisiez partie de cet intersyndical. Beaucoup de syndicats étaient réunis à Paris. 15 000 selon, alors ça c'est la formule classique, 20 000 selon les syndicats, 8 000 selon la police. Le nombre était important. Le chiffre de 15 000 est véritable. C'est beaucoup d'ailleurs parce que nous avons choisi cette formule d'une manifestation un jour férié. Ça a permis le ralliement d'un certain nombre de parents, pas encore assez, mais il y en aura d'autres. Ça a vraiment marqué, vous savez, le combat changea d'âme, je crois. On a longtemps laissé entendre le fait que cette affaire était entendue, que la réforme était en train de passer. Elle ne passe pas du tout. Et je pense que nous allons en parler. Écoutez, vous avez mis les pieds dans le plat. Je vous présente Valérie Blu. Bonsoir. Bonsoir. Je parlais de ces écoles alternatives. Vous êtes la présidente de l'association Montessori. Il y a beaucoup de parents qui nous regardent ce soir et qui ont entendu parler de ce modèle éducatif alternatif. On y reviendra. Il y a 178 écoles, il faut être précis, et ateliers qui sont intégrés dans des établissements classiques. Et ça va de la maternelle jusqu'à 12 ans. Et puis après 12 ans, on réintègre ou pas d'ailleurs un établissement classique. Oui. On vous écoutera évidemment sur ce modèle alternatif et sur l'engouement des parents qui viennent de plus en plus nombreux pousser la porte de Montessori. D'abord, regardons ces images parce qu'elles correspondent à l'actualité. C'était ce week-end, manifestation de ces enseignants à l'appel de l'intersyndical, coloré et bruyant. Vous venez de l'évoquer, 15 000. On reviendra sur les chiffres dans quelques instants. Écoutez la réaction des enseignants. Parce que c'est eux, évidemment, qui sont en première ligne. Il y avait beaucoup d'enseignants de latin, de grec, parce que la réforme des collèges touche très directement ces enseignants. Visible. Écoutez-les. Le gouvernement, dans son intégralité, a intérêt à entendre que quand des professionnels disent quelque chose, disent non, ça n'est pas le travail que nous pouvons faire, eh bien, il faut les écouter. Cette réforme, même si nous ne sommes pas opposés à toute réforme, il faut bien le dire et que l'ensemble des gens le sachent, est mauvaise pour le latin et le grec parce qu'elle ne lui permettra plus d'être enseigné comme une option. Le mot option va disparaître et ne sera permis que dans des enseignements de langue et de civilisation et surtout de civilisation. Et donc on va perdre la spécificité de la langue latine et grecque. Voilà, une réaction de professeur. Je voulais vous présenter Michel, qui est une sentinelle citoyenne, et un peu comme le débat hier à Las Vegas avec des sentinelles citoyennes, nous aussi, dans Ça vous regarde, on a nos sentinelles citoyennes. Et je remercie Michel parce qu'il est enseignant et il nous fera partager son point de vue dans quelques instants. D'abord, Colombe Brossel, Annie Genevard, cette école, on a le sentiment aujourd'hui, au-delà des réactions des parents d'élèves, qu'elle frappe d'abord les enseignants. C'est eux qui aujourd'hui sont gagnés par le doute.
l'actualité, on entend la colère des enseignants sur la réforme, mais on voit des faits divers qui sont terribles, on voit des enseignants qui prennent des assurances privées pour protéger leur sécurité dans la classe. Enfin, on a le sentiment que l'école va pas bien. L'école, elle va finalement comme va la société, et c'est assez normal qu'il y ait de la porosité entre les difficultés du monde et les difficultés à l'intérieur des établissements scolaires. Après, et d'ailleurs c'était marquant dans ce que disait l'un des témoignages là, sur le reportage, la réforme, le mouvement, la transformation sont nécessaires. Il n'y a pas de raison non plus que l'école, le monde éducatif reste en dehors. Et là, aujourd'hui, après avoir travaillé sur le premier degré, après avoir d'ailleurs, en d'autres temps, travaillé sur le lycée, on pourrait en reparler, il était nécessaire d'avoir un moment de travail et de réforme au collège parce que personne ne peut nier, ni ici, ni à l'extérieur, le fait que notre collège ne va pas bien et que quand on a encore 150 000 gamins qui sortent du système scolaire sans diplôme ni qualification et que personne ne sait réellement raccrocher, c'est un travail colossal. La réforme va les sauver, va les rattraper par les bretelles, comme on dit. Il faut à chaque étape travailler pour faire en sorte que ce soit l'école de la réussite de tous les élèves. C'est ce qui a commencé dans le premier degré. Et c'est ce qui se continue aujourd'hui par le collège. Il faut réformer le collège. Le collège ne peut pas rester dans l'état dans lequel il est, avec des collégiens qui finissent par décrocher complètement et qu'on perd dans la nature dès qu'ils ont 16 ans et qu'ils sortent de la scolarité obligatoire. Voilà, donc il faut s'attaquer à ce sujet-là. Le gouvernement a commencé par le premier degré parce qu'on commence évidemment par renforcer pour les plus petits. Et maintenant, il faut faire bouger le collège. Annie Genevard, je veux dire, Alain Juppé, Bruno Le Maire, qui a mobilisé beaucoup de députés et des députés qui ont répondu présent. Au-delà de cette réforme que vous contestez, qu'est-ce que vous reprochez à la stratégie de la gauche en matière éducative ? Alors d'abord, contrairement à ce qui vient d'être dit, on a commencé par le collège pour ensuite s'attaquer aux primaires. Or, on sait qu'un élève qui a des difficultés à l'école primaire, qui arrive au collège sans maîtriser, par exemple, la lecture, est un élève qui n'a aucune chance de sortir du collège et ensuite d'aller au lycée. Donc, le problème est précisément pris à l'inverse. Cette réforme du collège, elle est mauvaise pour des tas de raisons. Elle est mauvaise parce que, d'abord, elle s'attaque aux disciplines. Nous avons parlé de l'allemand, nous avons parlé du latin, des langues anciennes. S'il y a une telle réaction des professeurs, c'est qu'ils ont le sentiment que, véritablement, on s'en prend à un savoir dont personne n'est propriétaire, mais que nous avons le devoir, quand nous l'avons reçu, de le transmettre. Or, on les empêche de transmettre ce patrimoine, par exemple les langues anciennes. Donc on étrique finalement le savoir. C'est ce que les professeurs et les parents résument par le nivellement par le bas, et je crois que c'est une expression très simple, mais qui résume bien la situation. Et puis la deuxième raison à cette opposition au collège et qu'on touche à des choses qui marchent. Et ça, c'est contraire à l'intelligence humaine. Les classes bilingues, les sections européennes marchent bien, offrent des parcours diversifiés au sein du collège unique, donc combiner finalement le collège unique avec la diversification des parcours, et surtout dans les zones d'éducation prioritaire, là où il y a des élèves en difficulté, ces options permettaient la mixité sociale, éviter le contournement. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas fini. Mais c'est l'argument contraire, d'ailleurs. On va voir ce débat. Une classe trop homogène, trop élitiste, qui excluait justement les enfants en difficulté. C'est ce que j'ai entendu, évidemment. Vous en pensez quoi, vous, le vice-président du SNAC ? Parce que vous savez, la réforme du collège, vous avez battu le pavé ce week-end. Mais est-ce que l'école, comme je le disais, alors c'est un peu compliqué l'école, parce que ça intègre le primaire, le collège, le lycée, la réforme traite du collège. Il y a quand même l'idée qu'elle va mal, que les enseignants ont le blues, qu'ils savent plus trop où ils vont. Parce qu'on l'a conduite mal. Alors déjà, il faut penser bien une chose, c'est qu'il ne s'agit pas d'une réforme. Il s'agit de l'aboutissement d'une tendance générale de transformation de l'école selon des principes qui étaient mauvais et qui reposent sur... Quel principe ? C'est tout simple, c'est de substituer l'idée que un illusionnisme social d'égalité des parcours permet la réussite. On a voulu refuser la notion de parcours diversifié, de parcours particuliers qui peuvent conduire au succès. Collège modulaire dans votre proposition. Ce collège modulaire dont on en reparlera, j'espère. Mais ce que je veux dire sur la réforme elle-même, voilà, si vous me permettez, il y aura peut-être deux choses. Oui, puis Valérie Blu ensuite, parce que Montessori, c'est intéressant d'avoir le contrepoint. Si vous voulez, déjà, très concrètement, on annonce quelque chose qui se veut généreux.
Mais très concrètement, la réforme pour l'ensemble des familles de ce pays, c'est sur l'ensemble du parcours de la 6e à la 3e, 162 heures d'enseignement de moins. Si on y intègre le fait que le grand élément de cette réforme, c'est que on va enseigner différemment, comme on le dit, par des enseignements interdisciplinaires, par un accompagnement. Seulement, cela est pris sur le contingent horaire d'enseignement. Donc on déshabille l'un pour rhabiller l'autre. Je vous ai dit 162 heures, écoutez-moi bien, 162 heures d'enlever, mais quand on passe à la redistribution, c'est sur ce parcours-là 486 heures. Et vous, les profs que vous croisez, ils ont le moral, ils y croient, ils ont envie de se battre? Alors, pour ce qui est et on l'a dit aussi, ça s'accompagne, pour pouvoir financer ce fonctionnement-là, de suppression d'options qui fonctionnaient. N'oublions pas que les options européennes, par exemple, c'est plus de 10 à 11% des élèves en France. Et ce n'est pas quelque chose d'élitiste, loin de là. Bien évidemment, nos collègues ont pris de plein coup cette affaire-là, et vous avez vu, manifestation importante, on l'a dit. Peu de parents d'élèves, quand même, beaucoup de profs, peu de parents d'élèves. Mais vous savez, on a beaucoup entendu des choses qui étaient que c'était lié au fait de la manifestation nationale. Beaucoup de gens souhaitaient manifester en province. Je vous dirai encore cette chose-là. La dernière, parce que je vais entendre Valérie Blu. Allez-y. La réalité de l'effet de la réforme est en train d'apparaître dans nos établissements. Et savez-vous comment y répond, puisqu'il y a une opposition croissante? Comment y répond le ministère actuellement? C'est simplement par la menace, par un système de fichage des opinions qui vient d'éclater à Toulouse, qui est systématique. Il y a, en même temps que la question de la réforme, un problème de gouvernance du ministère, car je peux vous le dire, depuis le mois de mai, le dialogue social au ministère de l'Éducation nationale, là, on change de sujet. C'est un peloton de gendarmes mobiles barrant la rue de Grenelle. Donc, effectivement, le dialogue social qui est en difficulté aussi à l'Éducation nationale. Valérie Blu, vous présidez cette association Montessori. J'imagine que quand vous assistez ou participez à ce genre de débat, vous voyez ça de très très loin, parce que quand on travaille et s'intéresse à Montessori, on prend l'individu dans son identité propre, on essaie de travailler avec lui dans son individualité. Ça vous concerne, vous, ces débats Montessori? Quand les gens viennent vous voir et vous disent, j'imagine, nous on n'en peut plus de l'école parce que ça fonctionne pas, mon enfant s'y retrouve pas, c'est ça Montessori? Vous dites, venez chez nous, c'est pas mal, c'est différent? Non, c'est pas le message tout à fait qu'on peut dire, parce qu'en fait, on peut pas accueillir un enfant comme ça au collège, sachant qu'il a eu un mode de fonctionnement différent préalablement. Nous, on travaille sur un parcours dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, hein. En fait, c'est la source de la réussite de ce modèle-là, c'est qu'il accompagne l'enfant tout au long de son développement. Alors, j'entendais enseignement pluridisciplinaire. Nous, on est complètement dans ce modèle-là, et je vois que le collège, je crois qu'il y a déjà des méthodes qui s'appliquent dans ce domaine-là. Elle s'appliquait à l'initiative personnelle de nos collègues. Voyez-vous, là, on est en train de construire un système complexe qui contraint, qui impose, et surtout qui ne se fait pas en complément, mais qui se fait par substitution. Terminé, Valérie Blu, parce que sinon, voilà, je vais entendre. Non, mais vous êtes le bienvenu, bien sûr. Sur le sujet du collège, effectivement, on a du mal, nous, à intervenir sur ce sujet-là, parce qu'on n'a pas de collège Montessori pour l'instant en France. Et vous aimeriez éventuellement, parce que j'imagine qu'il y a une demande. Il y a des projets, mais après, il faut le financement, il faut pouvoir... Qu'est-ce qui, en un mot, parce qu'il y a Michel, l'enseignant, qui va nous parler, c'est une sentinelle, qu'est-ce qui fait votre force à Montessori et qu'est-ce qui vous distingue finalement d'un modèle qu'on appelle massifié, parce que c'est le mot utilisé souvent dans les débats? Alors le meilleur exemple qu'on a, nous, c'est effectivement les bas âges, donc la période 0-3 ans et 3-6 ans, où là, on a effectivement eu des exemples prégnants de réussite. Le meilleur test qu'on puisse avoir, c'est la lecture dès le plus jeune âge, dès 4 ans, un enfant qui sait lire et qui n'aura pas été... poussé en quelque sorte que ce soit de sa propre, en fait, en étant bien accompagné dans son développement. Et de sa propre initiative. Voilà. Juste, Michel, posez votre question, s'il vous plaît. Je voudrais juste ajouter par rapport au collège, c'est nous, ce qu'on peut apporter comme modèle intéressant, c'est le fonctionnement en mode projet. C'est-à-dire notre méthode travaille beaucoup sur le mode collaboratif entre élèves, et je pense que c'est une source de réussite, notamment pour cet âge-là. La réforme du collège évoque cette question collège, aussi. Oui, tout à fait. Je vous donne la parole, Michel, tout de suite, parce que Colombe Brossel et Annie Genevard veulent débattre. On a un tweet qui nous dit « Les classes bilingues n'étaient pas accessibles à tous et surtout pas à ceux en difficulté. Modèle d'élite pour l'élite ». C'est le débat qui sera posé juste après. Michel, on vous écoute, vous êtes enseignant. Vous auriez eu envie, ou vous êtes allé manifester pour soutenir vos collègues?
Alors moi personnellement je ne suis pas allée manifester, mais je comprends très bien les mouvements de manifestation qu'il y a eu. Ce qui m'inquiète un petit peu d'une manière générale, c'est la frénésie de réforme qu'il y a pu y avoir, alors que le système éducatif doit se réformer, c'est très bien. Par contre, d'une part, il y a eu une succession de réformes très importantes où tous les sujets quasiment ont été abordés, ce qui m'a semblé un petit peu gigantesque. Et puis la parole des enseignants, ce qu'a rappelé Albert Jean Mougin, a tendance à être un petit peu mise de côté. Là vous avez un plateau qui est très bien, avec un représentant des syndicats enseignants, avec une députée qui est elle-même enseignante, enfin en tout cas qui a eu les concours et qui est intéressée par ce domaine-là, une pédagogue. Vous avez vraiment des gens qui sont passionnés par le sujet. Or, dans les débats, dans les réformes sur l'éducation, on a l'impression souvent que ce sont des choses administratives qui sont simplement décidées sur un bout de papier. Et donc l'inquiétude que j'ai, c'est cette frénésie de réforme qui parfois laisse de côté les enseignants. Et sur les rythmes scolaires, je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie par rapport à Colombe-Brossel qui avait eu des réunions à Paris parfois un peu mouvementées. Mais il est vrai que la réforme des rythmes scolaires, venez sur le terrain dans des petites communes par exemple, avec des maires qui vous diront qu'encore actuellement ils ont du mal à appliquer cette réforme. Alors en fait, vous ne nous avez pas dit que vous connaissiez Colombe-Brossel. Voilà, vous connaissez, vous êtes rencontrés, et vous êtes un syndicaliste alors. Mais ce qui m'inquiète, c'est ça, ces réformes qui s'enchaînent, qu'on n'évalue pas, et elles sont à peine terminées, qu'on enchaîne encore sur une autre, et les enseignants parfois disent stop, attendez, qu'on réfléchisse, qu'on prenne le temps, et cette parole-là, elle est souvent mise de côté. Et ça, c'est quelque chose dans le mal-être enseignant qui est très ressenti. Vous allez revenir, vous m'avez pas répondu, vous êtes syndicaliste, je ne veux pas rentrer dans votre intimité, mais j'imagine que vous l'avez rencontré dans le cadre de réunions, Colombe-Brossel. Disons que je m'intéresse beaucoup au domaine de l'éducation et pourtant je suis en province, je suis à Saint-Quentin dans l'Aisne, donc pas à Paris même. Vous avez fait de la route pour voir Colombe-Brossel. Ça nous était arrivé jusque-là. Très très bien, merci Michel. Revenez avec nous et restez avec nous. On entend quand même succession de réformes qui s'empilent. Il révoque les rythmes scolaires. Toutes les 2 ans depuis 58. Concrètement, est-ce qu'il y a une volonté comptable, comme nous le dit Michel, qui dit les enseignants on les met de côté, c'est une volonté un peu comptable et idéologique, ou est-ce qu'il y a une volonté de travailler avec les enseignants et de co-bâtir avec eux un projet qui aide l'élève? Oui ou non? Et Annie Genevard, je donne la parole. Deux points. D'abord, rappelez quand même que la réforme du collège, c'est permettre à l'ensemble des enfants en 5e d'avoir accès à une deuxième langue. On oublie parfois aussi un peu les points fondamentaux. Qui étaient au 4e auparavant, ils l'auront en 5e. Et qui passent en 5e. Donc c'est un gain pour les enfants. C'est aussi l'accompagnement personnalisé pour tous les élèves, ceux qui ont des difficultés comme ceux qui n'en ont pas. Et donc c'est justement ne pas faire un collège uniforme, mais faire un collège qui accompagne chacun des collégiens dans son individualité. Rappelons quand même, caractère positif. Voilà, rappelons quand même cela. Rappelons aussi que sur les programmes, la démarche n'est pas parfaite sur l'élaboration des programmes, et vous en direz certainement, madame, des choses fort désagréables, mais rappelons que quand même, cette fois-ci, les programmes ont été présentés et soumis à discussion à l'ensemble des enseignants, et qu'ils ont fait des retours, et que entre la première mouture des programmes qui a été présentée et celle qui va finalement être proposée, il y aura eu des allers-retours, y compris avec les enseignants. Avant de donner la parole à Annie Genevard, la question des classes bilingues, qui est une question qui a tout de suite suscité l'émoi en disant ce système fonctionne, des élèves s'épanouissent, maîtrisent une langue et arrivent à acquérir un métier, souvent à la fin avec une langue ou une deuxième langue. Pourquoi les supprimer? Alors, d'abord, je le redis, l'ensemble des élèves auront accès à 2 langues dès la 5e. C'est plus une classe bilingue. Et c'est quand même l'ensemble des collégiens qui auront accès à une deuxième langue, avec une année en plus. Ça n'était que 20% des élèves. Ça n'était que 20% des élèves dans les classes bilingues. Après, moi, la parole de la ministre là-dessus, elle a été claire. C'est aussi une réforme dont les modalités pratiques continuent à être discutées. Il n'y aura pas de débat à l'Assemblée, Genevard. Non. Et il y a un débat avec l'ensemble des syndicats. Mais pas à l'Assemblée. Il n'y a pas de fermeture. C'est un décret, je ne me trompe pas. La ministre a refusé que la question soit mise en débat à l'Assemblée nationale. Et là, de la même façon, on ne peut pas dire qu'elle est associée, les enseignants, à cette réforme. Moi, je voudrais revenir sur un point qui me paraît tout de même essentiel. D'abord, oui, c'est vrai, l'éducation nationale est épuisée par les réformes, une toutes les 2 ans depuis 1958. Donc là, vous êtes comptable aussi de ces réformes qui s'accumulent. Absolument. Sur la question, je reviens sur la question de la suppression des classes bilingues et des sections européennes. La motivation de la ministre est une motivation idéologique. Puisque ça ne profite pas à tous, ça doit être supprimé. Or, cette uniformité, cette lecture exclusivement sociale et sociologique de l'école est à notre avis préjudiciable. École mixée, école brassée. Parce que, en fait, il faut admettre
le principe qui a toujours prévalu à l'école, qui est celui de l'élitisme républicain. Et donner aux élèves la possibilité de faire des choses différentes, de réussir différemment, est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas à l'inverse des principes qui doivent guider l'école. Et moi, je trouve que la ministre ne lit dans les enquêtes PISA que la réflexion qui est l'école accroît les inégalités. Et c'est le discours du Premier ministre pour faire passer la réforme. Pour combattre cela, eh bien, on décide de raboter les exigences. Et ça n'est pas acceptable. Il faut au contraire promouvoir la transmission des savoirs, l'exigence, au sens le plus noble du terme. Albert Jean Mougin, juste ce sondage, je voudrais vous le soumettre parce qu'il a été fait la veille de votre manifestation par l'IFOP pour SOS Éducation, et vous voyez 65% des Français ont le sentiment que la réforme du collège va niveler par le bas le niveau global des collégiens, ça c'est un sondage IFOP, et 34% d'entre eux font confiance à la ministre de l'Éducation nationale pour contribuer à réduire l'échec scolaire en France. Voilà ce que disent les Français. C'est une réponse. Moi, je crois que c'est une réforme. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Parce que vous critiquez, mais vous avez des propositions. Alors, on fait quoi? On fait des niveaux, on met les élèves qui sont en difficulté, on les accompagne et on les sépare. Comment on fait? Nous allons vous reparler du collège modulaire, qui était un collège qui s'inscrivait parfaitement dans la loi de la réforme, la loi de la refondation, justement, de la refondation de l'école, et qui permettait, tout en ne faisant pas du tout éclater le collège commun, de permettre des parcours à des rythmes différents sur les disciplines essentielles, savoir le français, mathématiques, langue, histoire, à des rythmes différents, qui permettaient à tout un chacun d'arriver à la troisième, qui permet à tout un chacun d'arriver à la troisième avec une capacité suffisante. Il faudrait vraiment rentrer dans le détail. Mais nous l'expérimentons aujourd'hui dans plusieurs collèges qui ont choisi de... Moi j'ai lu que les profs avaient du mal à faire cours, et il y a des enseignants autour de cette table, parce qu'il y a trop d'hétérogénéité, bien sûr. Et qu'ils n'arrivent plus à faire classe entre les bons élèves et ceux qui ont décroché, ils n'y arrivent pas. Je me permets c'est ça le danger. De revenir en arrière. Mais oui, bien sûr. Si l'école est épuisée, si les collègues sont épuisés, c'est parce que précisément on n'a pas donné le moyen de construire quelque chose de solide et de différent. C'est impossible. Vous savez, c'est l'illusion de se dire que parce que l'on met tout un chacun dans le même endroit, il y aura les mêmes résultats. C'est absurde. Et on a créé un ferment même de refus de la scolarité par les élèves eux-mêmes. La violence, elle est exogène, et Colombe Roussel l'a très bien expliqué. Et elle est concrète aussi, parce qu'on pourra en parler un petit peu. Elle vient de l'extérieur, mais elle est aussi née dans les établissements par des élèves qui ne se trouvaient pas à la place. Parce qu'il n'y avait plus de place. Donc il faut rebâtir quelque chose, d'ailleurs en réinstitutionnalisant l'école plus qu'en la réformant, c'est-à-dire qu'en lui redonnant effectivement son assise. Donc plus d'argent, parce qu'il y a aussi la question des salaires. Pas forcément. Parce que j'ai vu Benoît Hamon, j'ai vu qu'il y a des propositions d'augmenter le salaire des profs, et faire venir plus longtemps dans l'établissement. Alors ça ne sera pas augmenter les traitements, puisque ça se... Au prorata du nombre d'heures. Ça correspondrait à un accroissement. Enfin ça augmente, ça améliore le pouvoir d'achat quand même. Il est certain quand même, très concrètement, qu'il y a une perte énorme de la situation matérielle des professeurs dans ce pays. Donc il faut effectivement que c'est un problème. Annie Genevard, juste un mot, et on va voir un sujet sur le vrai ou faux de la réforme, parce que c'est vrai qu'on a essayé de prendre point par point des éléments qu'on entend. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce que vous, la députée des Républicains, vous considérez effectivement, comme certains ont pu le dire à gauche, qu'il faut augmenter la durée de présence du professeur dans l'établissement et faire qu'il soit plus présent aux côtés des élèves? Alors, je pense que le débat mérite d'être ouvert sur cette question de la rémunération des enseignants. C'est vrai que, comparé aux enseignants d'autres pays européens, les enseignants français sont assez mal payés. Le choix a été fait. Ils font plus d'heures ou moins d'heures? Le choix a été fait du nombre. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à la question de la rémunération et de la présence dans les établissements. En effet, c'est une des forces du privé. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a un déplacement important des élèves vers l'enseignement privé. C'est parce que la présence dans les établissements des enseignants y est plus forte. Je pense que le débat mériterait d'être ouvert, mais par rapport aux enseignants, ils ont aussi besoin d'être réassurés dans leur mission. Parce que finalement, quel est le message qu'on leur renvoie? Les enquêtes PISA attestent du mauvais fonctionnement de l'éducation nationale. Donc ça leur renvoie une mauvaise image de leur propre pratique professionnelle. Elles attestent aussi, excusez-moi, elles attestent aussi de l'attachement des élèves pour leur maître.
Parce que les dernières enquêtes PISA, on n'en a pas tout sorti. Vous savez que ce qui fait la grande différence, ce qui marque, par exemple, c'est l'attachement des élèves pour ceux qui les enseignent. Ils cherchent un maître. L'attachement, oui, je crois. L'attachement pour les disciplines. Mais vous savez ce que soulignait aussi l'enquête PISA? Alors là, parlons-en franchement. Donc c'est le retour de l'autorité que vous nous décrivez là. Mais pourquoi? C'est le hussard noir de la République. Parce que on s'y retrouve. Un des éléments forts, quelle était la grande faiblesse des écoliers et des élèves français, c'est l'indiscipline. Et la violence qui, quand même, ce qui caractérise quand même les enquêtes retour à l'autorité. Pardon, justement, c'est que l'école française, elle ne reproduit pas les inégalités sociales, elle les accroît. Alors oui, dans ce cas-là, il faut prendre le sujet à bras le corps et avancer. Moi, je reviens juste sur l'expression nivellement par le bas. Oui, parce que moi j'ai lu, ça sera un naufrage pour notre nation. L'égalitarisme ne peut pas faire un projet pour notre nation, c'est Bruno Le Maire. Non, mais puis c'est un sujet qui a été posé, y compris par des enseignants, par des parents, sur cette question du nivellement par le bas. Mais depuis quand les inégalités favorisent-elles l'excellence? Depuis quand la reproduction et l'accroissement des inégalités favorisent-elles l'excellence? Non, ce qui favorise l'excellence, c'est justement de pouvoir mettre en place un cadre égalitaire. Ah oui. C'est ça qui va permettre l'excellence. Mais c'est l'excellence scolaire qui permet l'égalité. L'excellence ou l'égalité? L'excellence scolaire. Parce que, je termine là-dessus, vraiment, on oublie par exemple on est dans le débat fait que la réforme, c'est déléguer 20% des heures en autonomie aux établissements, et pas que aux chefs d'établissement, mais aussi aux enseignants, pour construire des parcours qui soient adaptés à leurs élèves. C'est l'aide personnalisée pour tous les élèves. Un petit mot, Valérie Bleu, j'ai un sujet à vous montrer. Laissons-leur, mais n'enlevons pas la chair de l'enseignement. Si, bien évidemment. Jean-Pierre Latin. Je pense qu'on aborde le sujet, c'est qu'à travers les sondages, on déshumanise un petit peu tout ce qui est relatif à la transmission des savoirs et de l'enseignement. Et je pense que nous, ce qu'on valorise à travers notre méthode, c'est l'humanité à travers ça. Et on passe beaucoup de temps dans la relation parents-enfants. Qui manque énormément, les parents se plaignent. Et quand on discute avec des professeurs des collèges, je suis offusquée de voir à quel point ils se sentent détachés de la réalité extérieure, en fait. Ils aimeraient bien aussi, vous pensez? Oui, je pense qu'il faudrait consacrer... prévoir des modèles pour que l'enseignant soit plus en relation avec les parents. Regardez, ça se fait déjà, beaucoup dans le privé. Albert Jean, vous me permettez de lancer mon sujet et on va débattre. C'est un débat de fond que vous ouvrez, qui est effectivement la relation aussi des parents qui restent à la grille et qui laissent partir leurs enfants en ayant très peu de relations avec le corps enseignant. Et puis regardez le vrai du faux, parce qu'on a dit beaucoup de choses sur cette réforme. On a essayé d'y voir plus clair avec Marion Lefebvre, le vrai du faux de la réforme du collège. Regardez. La réforme du collège a déclenché un vent de critiques. Parents d'élèves, syndicats et surtout l'opposition dénoncent un nivellement vers le bas. Entre leurs arguments et ceux du ministère, quel est le contenu réel de la réforme? Difficile de distinguer le vrai du faux. La réforme signe la fin du latin et du grec. C'est à la fois vrai et faux. La réforme prévoit bien la fin de l'option traditionnelle de grec et de latin au collège. À la place, un enseignement consacré aux langues et cultures de l'Antiquité voit le jour. Pour calmer les critiques, le ministère a proposé une option complémentaire de latin et de grec. Les classes bilingues vont être supprimées. C'est vrai. Ces classes permettaient l'apprentissage de 2 langues dès la 6e au lieu de la 4e. Elles concernaient 15% des élèves. À la place, l'enseignement de la 2e langue commencera dès la 5e, 1 an plus tôt qu'aujourd'hui. La pratique de l'allemand va décliner. C'est faux. C'est l'un des gros points de crispation. Or, les enfants qui choisissaient l'allemand en 6e dans les classes bilingues pourront le faire en 5e. La ministre a annoncé l'ouverture de 515 postes de professeurs d'allemand. Un délégué ministériel chargé de la promotion de l'allemand va voir le jour. L'enseignement de la chrétienté disparaît au profit de l'enseignement de l'islam. C'est faux. L'histoire du christianisme et de l'islam seront obligatoires dans les futurs programmes, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. L'enseignement de la naissance du christianisme est obligatoire en 6e. L'histoire de la chrétienté au Moyen-Âge en 5e, elle, devient une option. Mais le rôle de l'Église reste évoqué tout au long de l'histoire de France. La naissance de l'islam reste au programme. Il est enseigné en 5e depuis plusieurs années. Mais au-delà, c'est le module société et culture au temps des Lumières, devenu facultatif en 4e, qui a cristallisé les critiques de la droite. Le nombre d'heures de français et de maths sera maintenu. C'est faux.
Une partie des leçons traditionnelles céderont leur place aux enseignements pratiques interdisciplinaires. Un travail en petits groupes de 3 heures hebdomadaires. Certes, les élèves aborderont des notions de maths et de français dans ces modules, mais il ne s'agira pas d'y enseigner les notions fondamentales. Annie Genevard, je m'adresse à vous parce que j'ai envie de vous appeler professeur. Vous avez enseigné latin. Oui. On voit cet enseignement qui va disparaître. C'est officiel. Sous la forme qu'on lui connaît, oui. Sous la forme qu'on lui connaît, oui. Et la proposition, la ministre a saisi le Conseil supérieur des programmes sur cette question. Avec une proposition, elle demande au Conseil supérieur de réfléchir, mais en même temps, elle lui indique la voie dans laquelle il doit réfléchir. C'est pour ça que vous avez claqué la porte. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'y reviendrai si vous le souhaitez. Mais sur l'enseignement du latin et du grec, on saucissonne cet enseignement en 3 parties. L'étymologie en français, la civilisation avec l'histoire, et puis l'étude de la langue est réduite à la portion congrue, et dans sa partie la plus ardue, parce que, vous savez, depuis de nombreuses années, les professeurs de latin sont peut-être parmi ceux qui ont fait des efforts pour renouveler leur pédagogie d'une extraordinaire... Étant donné l'aridité prêtés s'ils perdent les 2 matières à l'étude du latin, ils ont vraiment développé des stratégies pour rendre le latin attractif. Et là, on va finalement laisser l'étude de la langue dans toute son aridité en lui ayant retiré l'étymologie et la civilisation. J'ajoute que ce qui pour moi est le plus triste, c'est que on ne peut accéder à la pensée des auteurs quand on connaît la langue. Et pour ça, il faut en passer par l'étude de la langue, du lexique, de la grammaire, de son environnement historique. De son environnement historique. Et donc il y a un non-sens intellectuel de séparer ces 3 matières. Moi, je pense que c'est une absurdité, mais grave, au point que et Colombe Brossel n'a pas l'air d'accord. Je pense que ça tuera. Et une langue qu'on n'apprend plus, c'est une langue qu'on n'enseigne plus. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a une rupture dans la chaîne de transmission d'un patrimoine qui fait partie de nous, de notre langue, de notre histoire. Juste un mot, Annie Genevard, sur le caractère élitiste. Moi, j'ai été élève. C'est vrai que je me souviens des classes de latinistes, de germanistes, et qui faisaient parfois de l'allemand et du latin, qui étaient les meilleurs élèves, ceux qu'on allait pousser très très haut. C'est pas un fantasme, c'est réel. Ça a existé, mais ça n'existe plus. Au point d'ailleurs, juste après vous. Au point que moi j'ai eu les dernières classes de latinistes que j'ai eues venaient de multiples classes. Il n'y avait plus de classes de latinistes. Et moi j'ai toujours considéré que on pouvait être un élève moyen en latin, comme on admet qu'un élève soit moyen en français ou en anglais ou en mathématiques. Et pourquoi en latin faudrait-il qu'il vise l'excellence à tout prix? Un mot, Albert-Jean Mougin et Colombe Brossel, parce que c'est intéressant, très techniquement, de rentrer dans le détail. Quelque chose qu'il faut casser, c'est aussi le recrutement de ces classes que l'on disait élitistes ou que l'on dirait élitistes. Ce n'est pas un recrutement selon l'origine sociale, ni selon... Selon quoi? Selon les notes? Eh bien évidemment, à partir du moment où on se donne cette possibilité et où on permet effectivement qu'il y ait de l'excellence à tout type d'intelligence, un moyen de se réaliser. C'est ce que l'école républicaine avait fait pendant des années. C'est ce qu'elle défait depuis 30 ans. Il y a quand même une reproduction sociale qui est évoquée dans certaines études. C'est vrai que ceux qui ont des parents qui ont accès à la culture donnent accès à leurs enfants. Mais l'école ne peut pas... Alors regardez... C'est un vrai sujet. Regardez, sur quoi aviez-vous étudié le latin? Le Gaffio, qui était Gaffio, un fils de petits paysans de Franche-Comté, qui étaient la plupart de nos grands linguistes, des gens qui étaient d'une 1re ou 2e génération, qui a été un jour le petit-fils d'un bordier de Montboudouf, fils d'instituteur, devenu agrégé de lettres et président de la République. C'est Georges Pompidou. Tout ça, c'est des modèles. Et on ne peut pas congédier ces modèles-là et dire que la France ne peut plus faire cela, parce qu'elle n'a pas développé cette possibilité de l'excellence pour tous. Tout le monde peut réussir, tout le monde a sa chance. Mais le latin ne disparaît pas. Il est mis en morceaux. Quand même au basique. Mais aujourd'hui, il est découpé. C'est de la culture générale. On parle de ça. Laissez-la terminer parce qu'aujourd'hui, 100% des collégiens avaient accès à cet enseignement que vous connaissez bien mieux que moi, madame. Et je n'aurais pas l'outrecuidance d'aller sur le terrain de la pédagogie du latin. Quoi. Mais aujourd'hui, ce ne sont que 20% des élèves qui font du latin. Et au début, parce qu'ils sont beaucoup moins à la fin. Là, de nouveau, l'ensemble des élèves va se voir proposer
un enseignement qui va leur permettre d'accéder au latin. Combien d'heures On permet pour la à 5e tous d'avoir accès à ce qui était auparavant uniquement réservé, quel que soit le point d'entrée de la réservation, réservé uniquement à 20%. De nouveau, ne faisons pas comme si le latin disparaissait. C'est comme le débat sur l'allemand. Pardon, je termine d'un mot. On a eu à un moment donné un débat quasi hystérique sur la disparition de l'allemand. Mais là non plus, évidemment, il n'y a pas de disparition depuis plusieurs années de l'enseignement de l'allemand. Et je termine juste d'un mot. Les enseignements interdisciplinaires ne sont pas la disparition de la discipline. Et là-dessus, moi, je compte beaucoup sur la vigilance des enseignants. Ils seront ceux qui feront les enseignements interdisciplinaires. Ils sont sceptiques. C'est une réalité. Et je vais vous dire, ils doivent être formés. Et au-delà de la formation, ils doivent être accompagnés dans les établissements. Pour ceux qui sont à l'extérieur des grilles, qui sont des parents d'élèves qui posent leurs enfants, on est rentré dans le jargon, l'interdisciplinaire, c'est quoi? C'est faire travailler des enseignants qui ont des disciplines différentes, mais qui vont travailler. Ils sont prêts, ça, les profs, à faire ça? D'abord, ils l'ont déjà fait, permettez-leur de répondre quand même. Mais bien sûr, ils l'ont déjà fait, mais ils n'attendaient pas une réforme qui les contraigne à le faire et qui réduise le socle d'enseignement. Non, ça ne réduira pas le socle d'enseignement, c'est là où nous ne sommes pas d'accord. Puisque le nombre d'heures va être... Alors c'est quand même très certain. On fera du français en interdisciplinarité. Les cours qui permettent ce développement des épis ou de l'accompagnement va être pris sur le volume horaire déjà existant d'enseignement de discipline. Je vous le disais tout à l'heure, c'est au minimum 162 heures d'enseignement de discipline qui disparaissent. Vous faites comme si aujourd'hui ça n'existait pas. Et heureusement, dans des centaines de collèges, ça existe déjà. Et les enseignants, mais n'en faisons pas un carcan. Et n'allons pas dire, si vous me permettez, que c'est une panacée. Ce n'est pas une panacée. Et le gros problème, c'est qu'on est en train de jouer une fois de plus à satisfaire l'illusion sociale au travers d'une réforme qui, concrètement, réduit l'horaire d'enseignement et ne permettra absolument pas d'atteindre ces objectifs. Alors, genre, juste ce petit tweet et notre sentinelle, parce que Michel est toujours connecté devant sa webcam, l'interdisciplinarité au collège avec des élèves ne maîtrisant pas les savoirs fondamentaux est une fumisterie. Je pense que là, c'est vraiment une remarque d'un absolu bon sens. Je pense que tous les efforts de l'école aujourd'hui doivent porter effectivement sur la question de la transmission des savoirs. Vous savez, j'ai inauguré une école samedi matin dans ma circonscription. Et l'inspecteur de la circonscription disait « Ce lieu va aider les enfants à construire leur savoir ». Et cette formulation... Vous n'aimez pas l'expression ? Mais non, parce que qui aide l'enfant à construire son savoir ? C'est l'enseignant. Et dans cette formulation, le maître était tout d'un coup devenu transparent. Ouais. Donc, et c'est une supercherie. L'idée est vraiment de revenir à ce que l'école doit faire, ce qui est sa vocation première, qui est de transmettre des savoirs pour faire grandir les enfants dans une démarche totalement humaniste. Vous dites qu'il y a quoi, un changement de sémantique? On est en train d'inverser ce qu'on entend depuis tout à l'heure, l'idée de réussir, de savoir lire, écrire, compter, pour des choses qui seraient plus philosophiques, Je pense qu'on travestit les missions premières de l'école. On demande à l'école de réparer les blessures sociales infligées aux enfants, aux familles. L'école ne peut pas tout faire. Valérie Bluy, la meilleure façon de réparer, c'est de donner aux enfants, de les armer du savoir et de l'autorité, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure. Valérie Bluy, on a ce petit tweet, mais qui ne vous concerne pas directement. Grec, latin, classe bilingue. Pourquoi s'obstiner dans la suppression de ce qui marche? Avec un point d'interrogation, nous disent Tweetos, qui s'appelle Jeune et contre. Donc c'est un code de tweet. Valérie Bluy, je vous voyais réagir tout à l'heure parce que vous disiez oui, c'est vrai, il y a le rapport dès le plus jeune âge à un capital de savoir. C'est aussi ça, Montessori, s'assurer que l'enfant part avec un bagage rempli de choses. Oui, nous, on ne peut pas envisager un enfant qui soit au collège et parler de pluridisciplinarité, s'il n'a pas préalablement acquis l'essentiel des savoirs. Bien de votre avis. Et notre modèle se base sur l'acquisition des fondamentaux. Donc, dans notre processus, c'est évident. On ne peut pas arriver au collège en essayant de parler d'élargir le cercle de travail sans avoir les fondamentaux. Juste un petit mot avant de voir. J'ai donc des fondamentaux.
voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté, mais il n'y a pas d'abandon des fondamentaux. Honnêtement, le gouvernement, plusieurs ministres de l'Éducation nationale... Oui, c'est vrai que c'était compliqué en plus cette séquence, parce que ça n'a pas été géré par la même personne. Le gouvernement s'est quand même beaucoup fait taper dessus pendant les premières années, parce que les moyens étaient mis prioritairement sur le primaire. Je rappelle quand même qu'il y avait eu dans le quinquennat précédent, on est loin des 60 000, hein, on est à 35 000 et on sera à 60 000. On est à 35 000 et on sera à 60 000 enseignants supplémentaires à la fin. Oui, mais enfin, à un moment donné, il faut des enseignants devant les élèves, madame. Et pour accueillir les enfants à partir de 2 ans et demi, pour que justement ceux qui ne parlent pas le français à la maison puissent rentrer le plus tôt possible dans l'apprentissage de la langue, parce que c'est un facteur de réussite, il faut des enseignants. Quand on veut traiter la difficulté scolaire dans l'école avec le niveau, forcément, il faut des enseignants. C'est modulable. Et aujourd'hui, on dit ah ben non, mais il faudrait s'attaquer au primaire et pas au secondaire. J'imagine un enseignement. On va avoir Michel et un enseignant qui doit nous parler, qui nous parle grâce à son tweet. Les classes bilingues ne sont pas élitistes, nous dit-il avec beaucoup de points d'exclamation. Elles s'adressent à des élèves qui ont de très bonnes facultés. Est-ce interdit, nous dit ce professeur? Mais je redis, l'apprentissage de la seconde langue interviendra en 5e pour tous les élèves. Combien d'heures, Colombe Brossel, juste pour être précis? Combien d'heures compliqué comme question? Non, pas du tout, je ne l'ai pas en tête, je l'avoue humblement. Michel, un petit mot, parce que vous êtes notre sentinelle, vous êtes enseignant. On a parlé d'interdisciplinarité, on a parlé de philosophie ici, de rapport au savoir. À quoi sert l'école finalement? Pour vous, l'enseignant, c'est quoi? C'est de partir avec un bagage solide ou c'est de savoir comment ça vivre sa vie et évoluer? La définition de l'enseignant, elle est assez large pour regrouper les deux orientations que vous donnez. Sur la question de l'interdisciplinarité, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que on ajoute beaucoup de contraintes aux enseignants, par exemple les enseignants en pratique interdisciplinaire. L'idée part certainement d'une bonne intention, mais comme l'a dit Albert Jean Mougin, on a un cadre qui va être posé, alors que des choses avant se faisaient de manière tout à fait libre. Ce qui m'inquiète également, c'est qu'il y a une forme de précipitation. Par exemple, les questions d'emploi du temps, alors ça peut paraître un petit peu technique, mais en réalité, les EPI, y compris dans les choses mises en ligne par le ministère, risquent de poser des problèmes dans les emplois du temps. Et du point de vue de l'anticipation des choses, il y a beaucoup de questions pratiques, des questions concrètes qui n'ont pas été abordées. Il y a une philosophie, effectivement, donc ça c'est bien qu'il y ait une orientation, qu'il y ait des propositions, mais souvent le point de vue pratique, le point de vue concret n'est pas pris en charge. Je donne un exemple tout simple. Dans une académie pour la formation des enseignants, on a convoqué donc les enseignants bien sûr, mais aussi les chefs d'établissement. Les adjoints, les principaux adjoints n'avaient pas été convoqués. Et bien sûr, des principaux adjoints ont fait remarquer que c'est quand même eux qui seraient chargés notamment des emplois du temps et que ces questions de réforme du collège les inquiétaient. Et 2 jours avant la formation, l'instruction a été donnée d'inviter aussi les principaux adjoints. Merci Michel, merci, il nous reste que 10 minutes. Juste ce petit tweet. Albert Jean, juste ce petit tweet et un sondage, vous allez voir un sujet sur les modes alternatifs. Alors c'est pas l'école Montessori, parce que vous êtes avec nous sur le plateau. À quand le remplacement, alors je sais pas si ce tweet est humoristique, 3e degré, je sais pas. À quand le remplacement des cours magistraux au tableau par des cours en vidéo avec des pédagogues performants? Grand Dieu. Grand Dieu, voilà, j'étais sûr de sauter de votre chaise. Le cours magistral a disparu du paysage depuis fort longtemps. Mais on dit... Donc on vit sur des clichés finalement sur l'école. Et le problème, c'est que certaines politiques, parfois, reposent sur des clichés. Donc le cours magistral, c'est fini. L'introduction du numérique à l'école, c'est une réalité aujourd'hui. C'est assez contesté d'ailleurs. Certains ont même contesté récemment. J'ai vu que le numérique n'était pas forcément la panacée pour réussir à l'école. Il ne faut pas fétichiser l'objet numérique. Vous savez que dans la Silicon Valley, il se développe des écoles pour les premières années sans numérique. Absolument. Regardez ce sujet d'Hélène Goutani. On va voir ce chiffre là dans quelques secondes parce qu'on l'a évoqué très brièvement. 17% des élèves français sont scolarisés dans l'enseignement privé. Un chiffre en augmentation d'année en année, parmi lesquels 2% dans des écoles hors contrat. Regardez ce sujet, c'est la possibilité d'intégrer des enfants handicapés dans des écoles scolaires publiques qui sont évidemment sous contrat, des élèves qui sont, c'est le cas de Pierre, vous allez le voir dans ce sujet d'Hélène Goutani, qui est un jeune enfant trisomique et qui peut justement ne pas être exclu de l'école et peut apprendre tout simplement à vivre comme les autres. Regardez. 7h du matin chez la famille Rochereau. Au menu tartine de miel et bref rappel du programme de la journée. On est quel jour aujourd'hui? Mardi. Alors c'est où? Montre-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller au CESAD. Bah oui, tu vas aller au CESAD. Tu vois, de 10h à 11h avec Delphine.
T'as vu ? Le CESAD, autrement dit le programme personnalisé pour Pierre, 9 ans, qui est trisomique. Un programme qui se tient à l'école primaire. Tous les matins, il se prépare donc en compagnie de ses 2 petites sœurs. Une navette a même été mise en place pour les enfants comme Pierre qui ne peuvent pas se rendre tout seuls à l'école. On est content de le voir partir le matin parce qu'il est souvent d'assez bonne humeur d'aller à l'école. Le transport arrive, il retrouve ses copains et donc ça fait plaisir. On se fait un petit coucou, généralement il sourit. Un trajet quotidien et une routine d'écolier, même lorsque l'on est handicapé. Au boulot ? Ouais. C'est ce qu'on appelle l'école inclusive, une priorité depuis la loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées et un moyen de lutter contre leur exclusion. Bonjour Pierre, allez rentre, on y va. Allez. Passer les grilles de l'école, c'est à Pierre de s'approprier l'univers scolaire qui lui permet peu à peu de devenir autonome, comme par exemple après plusieurs expériences à la cantine. Il a plus d'indépendance dans sa façon de prendre ses repas. Il manifeste qu'il veut faire tout seul et qu'il n'a pas forcément envie qu'on vienne tout le temps lui faire sa tambouille. Pour le papa graphiste à domicile, l'école inclusive est aussi la promesse d'une nouvelle pédagogie pour refonder l'institution de l'école. L'école, c'est pas uniquement le lieu pour apprendre à lire et à écrire, c'est aussi, et même avant tout, une école de la vie. Voilà, il y a certainement des choses à réinventer aujourd'hui pour imaginer mieux vivre l'école ensemble. En attendant, l'école inclusive, c'est aussi un apprentissage pour les autres élèves. Pour ce chercheur, l'école serait bien la première étape pour que la société française accepte la différence. Que ces personnes soient présentes dans le milieu ordinaire à certains moments, ça montre effectivement la diversité humaine, y compris la diversité dans des cas extrêmement difficiles. Et ça, je crois que c'est important pour notre évolution sociale elle-même. L'école inclusive permet aujourd'hui à plus de 250 000 élèves en situation de handicap de prendre le chemin de l'école. Voilà, Valérie Blu, c'est le cas dans Pierre est heureux parce que son papa nous dit le soir quand il rentre, il veut être autonome, il veut vraiment pas qu'on s'occupe de lui, donc c'est qu'il trouve une autonomie. On voit la différence. Vous êtes la présidente, vous avez des retours d'enfants où on vous dit on a vu qu'il était passé par Montessori. Il n'est pas comme les autres dans sa façon de faire, dans sa façon d'appréhender le savoir. Oui, parce qu'en fait, nous, on est basé sur un modèle d'accompagnement de l'enfant. Donc, par rapport au handicap, c'est ce qu'on voyait à l'instant, on peut pas uniformiser ce type d'approche en disant on va accueillir le handicap dans l'école. C'est quelque chose de très compliqué. C'est du sur-mesure. Voilà, tout à fait. Et ça demande un accompagnement, des besoins spécifiques. Donc, nous, la pédagogie Montessori encourage, puisque nous, on est dans l'école de la vie, donc on accueille la diversité. Mais effectivement, c'est pas ultra scolaire Montessori. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le nom, c'est pas un travail scolaire. On est au bureau, on prend des notes. C'est un vrai travail où on touche aux matières, on fait de l'art. Les enfants écrivent, y a pas de notes. Les enfants apprennent, mais c'est un parcours en fait. On est sur un mode projet en fait pour l'enfant, avec des tranches d'âge. Mais est-ce que vous pensez que quand on devient adulte et qu'on est passé par Montessori, on n'aborde pas la vie de la même manière, même dans sa relation au travail? Est-ce que vous avez déjà des études sur cette chose-là? Alors, on n'a pas d'études. Nous, on constate juste que les enfants, on travaille à leur bien-être dans l'école. Donc, ce qu'on valorise maintenant à travers la pédagogie Montessori, c'est l'estime de soi et puis la collaboration, la capacité à collaborer avec les autres, puisqu'on travaille comme ça dans les écoles. Et voilà, c'est une méthode, c'est une approche qui demande quand même une formation spécifique. C'est-à-dire, ça s'improvise pas dans une école comme ça. Je rebondis juste, il nous reste encore un petit peu de temps, mais l'estime de soi, on voit des enfants qui sont un peu perdus, et vous l'évoquiez dans le milieu scolaire, qui savent plus très bien où ils se situent entre les bons élèves, entre les mauvais élèves. Est-ce que ça peut aussi justifier le fait que des parents décident d'envoyer, comme on dit, leurs enfants en école privée parce qu'ils veulent retrouver une structure qui les encadre, qui les suit? Alors, la multiplication des écoles privées hors contrat, du type des écoles Montessori ou d'autres, est un symptôme assez révélateur finalement du questionnement des parents qui recherchent un modèle alternatif et qui veulent au fond exercer leur liberté dans le choix de l'école pour leurs enfants. Il y a des expériences tout à fait intéressantes qui sont conduites, je pense par exemple à Espérance banlieue, le cours Alexandre Dumas. Voilà une expérience tout à fait singulière et intéressante qui scolarise des enfants qui étaient en grande rupture avec l'école et ils arrivent à les remettre sur la route. Ils arrivent à les remettre ensuite
et ces élèves peuvent regagner d'ailleurs l'école publique. Alors, je crois qu'il ne faut pas voir dans le développement de ces écoles alternatives une menace pour l'éducation nationale. Il faut au contraire une éducation nationale qui soit forte, mais qui, parce qu'elle est forte, peut accepter qu'il y ait des modèles différents qui répondent à un besoin de liberté des parents et surtout qui, finalement, apportent des réponses originales, particulières, pour autant qu'on reste dans des exigences, dans la délivrance des savoirs, et il faut que les enfants Il n'y a pas de notes, je crois que ces enfants ne sont pas notés. Non. Il n'y a pas de notes, on travaille vraiment sur le savoir. Vous en pensez quoi, vous représentez un syndicat des collèges et lycées, on voit des parents qui disent « je ne veux plus mettre mon fils en public ». Déjà, vous savez, il y a premièrement, à tant dire que l'école va mal, que l'école républicaine va mal, on finit par faire fuir les gens. Et puis, il y a des réalités objectives. Écoutez, il est certain que dans certains établissements, notamment pour des questions de discipline, d'encadrement, etc., les gens s'en vont. Donc il faut partir de cette... Mais vous le ressentez, c'est concret, c'est quoi? Ce sont des réalités qui sont concrètes, mais une fois encore, je crois qu'il ne faut pas les exagérer, et il faut bien se dire qu'à partir du moment où effectivement on ne réformera pas toutes les 5 minutes, on donnera plein pouvoir aux professeurs pour faire leur métier. Décentraliser carrément au niveau des établissements, déconcentrer au plus près, pas aux régions, mais aux établissements. Mais faisons bien attention. Gare à la manie de l'autonomie comme panacée et comme solution à tout. C'est une solution. Pouvoir recruter ses profs. C'est une solution fragile dans un système qui précisément a besoin d'unité républicaine. Il est très dangereux d'aller sur ce terrain-là. On privatise pas l'école. Il y a un tout petit paradoxe, je reviens sur la réforme du collège, à valoriser ce que vous dites, le mode projet, le fait de faire travailler ensemble des enseignants en partant d'un accompagnement de chacun des individus que sont les élèves, et en même temps à refuser, dans le cadre de la réforme du collège, justement l'interdisciplinarité ou la part de 20% d'autonomie qui est proposée aux établissements. Voilà, à un moment donné, on ne peut pas trouver des résistances corporatistes, c'est ça que vous lui dites? Non, je dis qu'on ne peut pas trouver ça formidable à un moment, et de l'autre côté, quand c'est introduit, et les modalités vont se mettre en place très rapidement, la réforme, elle aura lieu 2016, l'année prochaine. On est en train de travailler sur les modalités très concrètes. Intéressant. Elle a dit faire travailler des enseignants. Et ça, effectivement, c'est une maladresse fondamentale parce que les enseignants travaillent et construisent. Il y a, je vous le dis, actuellement, venant du ministère, une attitude d'un autoritarisme borné. Il y a un fichage des comportements que nous avons dénoncé. Le SNALC a procédé en justice contre ce qui s'est passé à Toulouse. Annie Genevard, il faut faire attention. Le fichage, juste un mot, vous revenez au pouvoir, vous supprimez cette réforme des collèges, vous la remettez à plat? Je pense que nous reviendrons sur un certain nombre de dispositions, en effet. Les programmes sont en train de se construire. Alors l'idée n'est pas de faire l'essuie-glace parce que je crois que le système est tout à fait épuisé. Mais réellement, il y a des choses à changer parce que le problème de cette réforme, c'est qu'effectivement, elle propose des bouleversements dont personne ne veut. Et puis aussi parce que on répond aux problèmes de l'école qui sont réels par le quantitatif. Merci. Il faut changer. Pas le qualitatif. Juste, envisagez-vous d'inscrire votre enfant dans une école privée? C'était le vote JDD, un peu moins de 400. 89% nous disent oui ce soir et 11% disent non. Ils veulent garder leur enfant en public. Colombe Brossel, merci. Vous êtes en charge de l'éducation au sein du PS, adjointe à la mairesse de Paris. Merci à Valérie Blu, présidente de l'association Montessori. On en a beaucoup parlé ce soir et je suis ravi de vous avoir accueilli. Merci Annie Genevard qui ne m'écoute plus et merci à Albert Jean Mougin du SNALC. Bonne soirée à tous. Merci. Demain on s'intéresse à... SNALC.